Lettre 35. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Il faut vous obéir, madame. Il faut vous prouver qu'au milieu des torts que vous vous plaisez à me croire, il me reste au moins assez de délicatesse pour ne pas me permettre un reproche, et assez de courage pour m'imposer les plus douloureux sacrifices. Vous m'ordonnez le silence et l'oubli. Eh bien, je forcerai mon amour à se taire, et j'oublierai, s'il est possible, la façon cruelle dont vous l'avez accueilli. Sans doute le désir de vous plaire n'en donnait pas le droit, et j'avoue encore que le besoin que j'avais de votre indulgence n'était pas un titre pour l'obtenir. Mais vous regardez mon amour comme un outrage. Vous oubliez que, si ce pouvait être un tort, vous en seriez à la fois et la cause et l'excuse. Vous oubliez aussi qu'accoutumé à vous ouvrir mon âme, lors même que cette confiance pouvait me nuire, il ne m'était plus possible de vous cacher les sentiments dont je suis pénétrée. Et ce qui fut l'ouvrage de ma bonne foi, vous le regardez comme le fruit de l'audace. Pour prix de l'amour le plus tendre, le plus respectueux, le plus vrai, vous me rejetez loin de vous. Vous me parlez enfin de votre haine. Quel autre ne se plaindrait pas d'être traité ainsi? Moi seul je me soumets. Je souffre tout et ne murmure point. Vous frappez et j'adore. L'inconcevable empire que vous avez sur moi vous rend maîtresse absolue de mes sentiments. Et si mon amour seul vous résiste, si vous ne pouvez le détruire, c'est qu'il est votre ouvrage, et non le mien. Je ne demande point un retour dont jamais je ne me suis flattée. Je n'attends pas même cette pitié que l'intérêt que vous m'aviez témoigné quelquefois pouvait me faire espérer. Mais je crois, je l'avoue, pouvoir réclamer votre justice. Vous m'apprenez, madame, qu'on a cherché à me nuire dans votre esprit. Si vous en eussiez cru les conseils de vos amis, vous ne m'eussiez pas même laissé approcher de vous. Ce sont vos termes. Quels sont donc ces amis officieux? Sans doute ces gens si sévères et d'une vertu si rigide qu'on sente à être nommés. Sans doute ils ne voudraient pas se couvrir d'une obscurité qui les confondrait avec de vils calomniateurs. Et je n'ignorerai ni leur nom ni leurs reproches. Songez, madame, que j'ai le droit de savoir l'un et l'autre, puisque vous me jugez d'après eux. On ne condamne point un coupable sans lui dire son crime, sans lui nommer ses accusateurs. Je ne demande point d'autre grâce, et je m'engage d'avance à me justifier, à les forcer de se dédire. Si j'ai trop méprisé, peut-être, les vaines clameurs d'un public dont je fais peu de cas, il n'en est pas ainsi de votre estime. Et quand je consacre ma vie à la mériter, je ne me la laisserai pas ravir impunément. Elle me devient d'autant plus précieuse que je lui devrai sans doute cette demande que vous craignez de me faire, et qui me donnerait, dites-vous, des droits à votre reconnaissance. Ah, loin d'en exiger, je croirai vous en devoir si vous me procurez l'occasion de vous être agréable. Commencez donc à me rendre plus de justice, en ne me laissant plus ignorer ce que vous désirez de moi. Si je pouvais le deviner, je vous éviterais la peine de le dire. Au plaisir de vous voir, ajoutez le bonheur de vous servir, et je me louerai de votre indulgence. Qui peut donc vous arrêter? Ce n'est pas le cas, je l'espère, la crainte d'un refus. Je sens que je ne pourrai vous la pardonner. Ce n'en est pas un que de ne pas vous rendre votre lettre. Je désire plus que vous qu'elle ne me soit plus nécessaire. Mais accoutumé à vous croire une âme si douce, ce n'est que dans cette lettre que je puis vous trouver telle que vous voulez paraître. Quand je forme le vœu de vous rendre sensible, j'y vois que, plutôt que d'y consentir, vous fuiriez à 100 lieues de moi. Quand tout en vous augmente et justifie mon amour, c'est encore elle qui me répète que mon amour vous outrage. Et lorsqu'en vous voyant, cet amour me semble le bien suprême, j'ai besoin de vous lire pour sentir que ce n'est qu'un affreux tourment. Vous concevez à présent que mon plus grand bonheur serait de pouvoir vous rendre cette lettre fatale. Me la demander encore serait m'autoriser à ne plus croire ce qu'elle contient. Vous ne doutez pas, j'espère, de mon empressement à vous la remettre. De quelque part, ce 21 août 1700 à des patates. Lettre 36.
le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel, timbré de Dijon. Votre sévérité augmente chaque jour, madame, et si je l'ose dire, vous semblez craindre moins d'être injuste que d'être indulgente. Après m'avoir condamnée sans m'entendre, vous avez dû sentir, en effet, qu'il vous serait plus facile de ne pas lire mes raisons que d'y répondre. Vous refusez mes lettres avec obstination. Vous me les renvoyez avec mépris. Vous me forcez enfin de recourir à la ruse, dans le moment même où mon unique but est de vous convaincre de ma bonne foi. La nécessité où vous m'avez mis de me défendre suffira sans doute pour en excuser les moyens. Convaincu d'ailleurs par la sincérité de mes sentiments, que pour les justifier à vos yeux il me suffit de vous les faire bien connaître, j'ai cru pouvoir me permettre ce léger détour. J'ose croire aussi que vous me le pardonnerez, et que vous serez peu surprise que l'amour soit plus ingénieux à se produire que l'indifférence à l'écarter. Permettez donc, madame, que mon cœur se dévoile entièrement à vous. Il vous appartient, il est juste que vous le connaissiez. J'étais bien éloignée, en arrivant chez madame de Rosemonde, de prévoir le sort qui m'y attendait. J'ignorais que vous y fussiez, et j'ajouterai, avec la sincérité qui me caractérise, que quand je l'aurais su, ma sécurité n'en eût point été troublée. Non que je ne rendisse à votre beauté la justice qu'on ne peut lui refuser, mais, accoutumée à n'éprouver que des désirs, à ne me livrer qu'à ceux que l'espoir encourageait, je ne connaissais pas les tourments de l'amour. Vous fûtes témoin des instances que me fit madame de Rosemonde pour m'arrêter quelque temps. J'avais déjà passé une journée avec vous. Cependant, je ne me rendis, ou au moins je ne crus me rendre qu'au plaisir, si naturel et si légitime, de témoigner des égards à une parente respectable. Le genre de vie qu'on menait ici différait beaucoup sans doute de celui auquel j'étais accoutumée. Il ne m'en coûta rien de m'y conformer, et sans chercher à pénétrer la cause du changement qui s'opérait en moi, je l'attribuais uniquement encore à cette facilité de caractère dont je crois vous avoir déjà parlé. Malheureusement, et pourquoi faut-il que ce soit un malheur, en vous connaissant mieux, je reconnus bientôt que cette figure enchanteresse, qui seule m'avait frappée, était le moindre de vos avantages. Votre âme céleste étonna, séduisit la mienne. J'admirais la beauté, j'adorais la vertu. Sans prétendre à vous obtenir, je m'occupais de vous mériter. En réclamant votre indulgence pour le passé, j'ambitionnais votre suffrage pour l'avenir. Je le cherchais dans vos discours, je l'épiais dans vos regards, dans ces regards d'où partait un poison d'autant plus dangereux qu'il était répandu sans dessein et reçu sans méfiance. Alors je connus l'amour, mais que j'étais loin de m'en plaindre. Résolu de l'ensevelir dans un éternel silence, je me livrais sans crainte, comme sans réserve, à ce sentiment délicieux. Chaque jour augmentait son empire. Bientôt, le plaisir de vous voir se changea en besoin. Vous absentiez-vous un moment, mon cœur se serrait de tristesse. Au bruit qui m'annonçait votre retour, il palpitait de joie. Je n'existais plus que par vous et pour vous. Cependant, c'est vous-même que j'adjure. Jamais dans la gaieté des folâtres jeux ou dans l'intérêt d'une conversation sérieuse m'échappa-t-il un mot qui pût trahir le secret de mon cœur. Enfin, un jour arriva où devait commencer mon infortune, et par une inconcevable fatalité, une action honnête en devint le signal. Oui, madame, c'est au milieu des malheureux que j'avais secourus que, vous livrant à cette sensibilité précieuse qui embellit la beauté même et ajoute du prix à la vertu, vous achevâtes d'égarer un cœur que déjà trop d'amour enivrait. Vous vous rappelez, peut-être, quelle préoccupation s'empara de moi au retour. Hélas, je cherchais à combattre un penchant que je sentais devenir plus fort que moi. C'est après avoir épuisé mes forces dans ce combat inégal qu'un hasard, que je n'avais pu prévoir, me fit trouver seule avec vous. Là, je succombais, je l'avoue. Mon cœur trop plein ne put retenir ses discours ni ses larmes. Mais est-ce donc un crime? Et si c'en est un, n'est-il pas assez puni par les tourments affreux auxquels je suis livrée? Dévorée par un amour sans espoir, j'implore votre pitié et ne trouve que votre haine. Sans autre bonheur que celui de vous voir, mes yeux vous cherchent malgré moi et je tremble de rencontrer vos regards.
dans l'état cruel où vous m'avez réduit, je passe les jours à déguiser mes peines et les nuits à m'y livrer. Tandis que vous, tranquille et paisible, vous ne connaissez ces tourments que pour les causer et vous en applaudir. Cependant, c'est vous qui vous plaignez, et c'est moi qui m'excuse. Voilà pourtant, madame, voilà le récit fidèle de ce que vous nommez mes torts, et que peut-être il serait plus juste d'appeler mes malheurs. Un amour pur et sincère, un respect qui ne s'est jamais démenti, une soumission parfaite. Tels sont les sentiments que vous m'avez inspirés. Je n'eusse pas craint d'en présenter l'hommage à la divinité même. Ô vous, qui êtes son plus bel ouvrage, imitez-la dans son indulgence. Songez à mes peines cruelles. Songez surtout que, placé par vous entre le désespoir et la félicité suprême, le premier mot que vous prononcerez décidera pour jamais de mon sort. De quelque part, ce 23 août 1700, des patates. Lettre 37. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Je me soumets, madame, aux conseils que votre amitié me donne. Accoutumée à déférer en tout à vos avis, je le suis à croire qu'ils sont toujours fondés en raison. J'avouerai même que M. de Valmont doit être, en effet, infiniment dangereux s'il peut à la fois feindre d'être ce qu'il paraît ici et rester tel que vous le dépeignez. Quoi qu'il en soit, puisque vous l'exigez, je l'éloignerai de moi. Au moins j'y ferai mon possible. Car souvent les choses, qui dans le fond devraient être les plus simples, deviennent embarrassantes par la forme. Il me paraît toujours impraticable de faire cette demande à sa tante. Elle deviendrait également désobligeante, et pour elle et pour lui. Je ne prendrai pas non plus, sans quelque répugnance, le parti de m'éloigner moi-même. Car outre les raisons que je vous ai déjà mandées relatives à M. de Tourvel, si mon départ contrariait M. de Valmont, comme il est possible, n'aurait-il pas la facilité de me suivre à Paris? Et son retour, dont au moins je paraîtrais être l'objet, ne semblerait-il pas plus étrange qu'une rencontre à la campagne, chez une personne qu'on sait être sa parente et mon amie? Il ne me reste donc d'autre ressource que d'obtenir de lui-même qu'il veuille bien s'éloigner. Je sens que cette proposition est difficile à faire. Cependant, comme il me paraît avoir à cœur de me prouver qu'il a en effet plus d'honnêteté qu'on ne lui en suppose, je ne désespère pas de réussir. Je ne serai pas même fâchée de le tenter et d'avoir une occasion de juger si, comme il le dit souvent, les femmes vraiment honnêtes n'auront jamais à se plaindre de ses procédés. S'il part comme je le désire, ce sera en effet par égard pour moi, car je ne peux pas douter qu'il n'ait le projet de passer ici une grande partie de l'automne. S'il refuse ma demande et s'obstine à rester, je serai toujours à temps de partir moi-même et je vous le promets. Voilà, je crois, madame, tout ce que votre amitié exigeait de moi. Je m'empresse d'y satisfaire, et de vous prouver que malgré la chaleur que j'ai pu mettre à défendre M. de Valmont, je n'en suis pas moins disposée non seulement à écouter, mais même à suivre les conseils de mes amis. J'ai l'honneur d'être, etc. Un endroit, quelque part, ce 25 août 1700... Lettre 38. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Votre énorme paquet m'arrive à l'instant, mon cher vicomte. Si la date en est exacte, j'aurais dû le recevoir 24 heures plus tôt. Quoi qu'il en soit, si je prenais le temps de le lire, je n'aurais plus celui d'y répondre. Je préfère donc de vous en accuser seulement la réception et nous causerons d'autre chose. Ce n'est pas que j'ai rien à vous dire pour mon compte. L'automne ne laisse à Paris presque point d'homme qui ait figure humaine. Aussi je suis depuis un mois d'une sagesse à périr. Et tout autre que mon chevalier serait fatigué des preuves de ma constance. Ne pouvant m'occuper, je me distrais avec la petite Volanges. Et c'est d'elle que je veux vous parler. Savez-vous que vous avez perdu plus que vous ne croyez à ne pas vous charger de cette enfant? Elle est vraiment délicieuse. Cela n'a ni caractère ni principe. Jugez combien sa société sera douce et facile. Je ne crois pas qu'elle brille jamais par le sentiment, mais tout annonce en elle les sensations les plus vives. Sans esprit et sans finesse,
Elle a pourtant une certaine fausseté naturelle, si l'on peut parler ainsi, qui, quelquefois, m'étonne moi-même, et qui réussira d'autant mieux que sa figure offre l'image de la candeur et de l'ingénuité. Elle est naturellement très caressante, et je m'en amuse quelquefois. Sa petite tête se monte avec une facilité incroyable, et elle est alors d'autant plus plaisante qu'elle ne sait rien, absolument rien de ce qu'elle désire tant de savoir. Il lui en prend des impatiences tout à fait drôles. Elle rit, elle se dépite, elle pleure, et puis elle me prie de l'instruire, avec une bonne foi réellement séduisante. En vérité, je suis presque jalouse de celui à qui ce plaisir est réservé. Je ne sais si je vous ai mandé que depuis 4 ou 5 jours, j'ai l'honneur d'être sa confidente. Vous devinez bien que d'abord j'ai fait la sévère. Mais aussitôt que je me suis aperçue qu'elle croyait m'avoir convaincue par ses mauvaises raisons, j'ai eu l'air de les prendre pour bonnes. Et elle est intimement persuadée qu'elle doit ce succès à son éloquence. Il fallait cette précaution pour ne pas me compromettre. Je lui ai permis d'écrire et de dire « j'aime », et le jour même, sans qu'elle s'en doutât, je lui ai ménagé un tête-à-tête avec son Danceny. Mais figurez-vous qu'il est si sot encore qu'il n'en a seulement pas obtenu un baiser. Ce garçon l'a fait pourtant de fort jolis vers. Mon Dieu, que ces gens d'esprit sont bêtes. Celui-ci l'est au point qu'il m'en embarrasse, car enfin, pour lui, je ne peux pas le conduire. C'est à présent que vous me seriez bien utile. Vous êtes assez lié avec Danceny pour avoir sa confidence, et s'il vous l'a donnée une fois, nous irions grand train. Dépêchez donc votre présidente, car enfin je ne veux pas que Gercourt s'en sauve. Au reste, j'ai parlé de lui hier à la petite personne, et le lui est si bien peint que quand elle serait sa femme depuis 10 ans, elle ne le haïrait pas davantage. Je l'ai pourtant beaucoup prêché sur la fidélité conjugale. Rien n'égale ma sévérité sur ce point. Par là, d'une part, je rétablis auprès d'elle ma réputation de vertu, que trop de condescendance pourrait détruire. De l'autre, j'augmente en elle la haine dont je veux gratifier son mari. Et enfin, j'espère qu'en lui faisant accroître qu'il ne lui est permis de se livrer à l'amour que pendant le peu de temps qu'elle a à rester fille, elle se décidera plus vite à n'en rien perdre. Adieu, vicomte. Je vais me mettre à ma toilette où je lirai votre volume. De quelque part, le 27 août 1700... Lettre 39. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Je suis triste et inquiète, ma chère Sophie. J'ai pleuré presque toute la nuit. Ce n'est pas que pour le moment je ne sois bien heureuse, mais je prévois que cela ne durera pas. J'ai été hier à l'opéra avec Madame de Merteuil. Nous y avons beaucoup parlé de mon mariage et je n'en ai rien appris de bon. C'est monsieur le comte de Gercourt que je dois épouser, et ce doit être au mois d'octobre. Il est riche, il est homme de qualité, il est colonel du régiment de... Jusque-là, tout va fort bien. Mais d'abord, il est vieux. Figure-toi qu'il a au moins 36 ans. Et puis, Madame de Merteuil dit qu'il est triste et sévère, et qu'elle craint que je ne sois pas heureuse avec lui. J'ai même bien vu qu'elle en était sûre et qu'elle ne voulait pas me le dire pour ne pas m'affliger. Elle ne m'a presque entretenue toute la soirée que des devoirs des femmes envers leur mari. Elle convient que monsieur de Gercourt n'est pas aimable du tout, et elle dit pourtant qu'il faudra que je l'aime. Ne m'a-t-elle pas dit aussi qu'une fois mariée, je ne devais plus aimer le chevalier Danceny? Comme si c'était possible. Alors je t'assure bien que je l'aimerai toujours. Vois-tu, j'aimerais mieux plutôt ne pas me marier. Que ce monsieur de Gercourt s'arrange, je n'ai pas été chercher. Il est en Corse à présent bien loin d'ici. Je voudrais qu'il y restât 10 ans. Si je n'avais pas peur de rentrer au couvent, je dirais bien à maman que je ne veux pas de ce mari-là. Mais ce serait encore pis. Je suis bien embarrassée. Je sens que je n'ai jamais tant aimé monsieur Danceny qu'à présent. Et quand je songe qu'il ne me reste plus qu'un mois à être comme je suis, les larmes me viennent aux yeux tout de suite. Je n'ai de consolation que dans l'amitié de Madame de Merteuil. Elle a si bon cœur. Elle partage tous mes chagrins comme moi-même. Et puis, elle est si aimable que, quand je suis avec elle, je n'y songe presque plus. D'ailleurs, elle m'est bien utile, car le peu que je sais, c'est elle qui me l'a appris.
et elle est si bonne que je lui dis tout ce que je pense, sans être honteuse du tout. Quand elle trouve que ce n'est pas bien, elle me gronde quelquefois, mais c'est tout doucement. Et puis je l'embrasse de tout mon cœur jusqu'à ce qu'elle ne soit plus fâchée. Au moins celle-là, je peux bien l'aimer tant que je voudrais sans qu'il y ait du mal, et ça me fait bien du plaisir. Nous sommes pourtant convenus que je n'aurais pas l'air de l'aimer tant devant le monde, et surtout devant maman, afin qu'elle ne se méfie de rien au sujet du chevalier d'Anceny. Je t'assure que si je pouvais toujours vivre comme je fais à présent, je crois que je serais bien heureuse. Il n'y a que ce vilain monsieur de Gercourt. Mais je ne veux pas t'en parler davantage car je redeviendrai triste. Au lieu de cela, je vais écrire au chevalier d'Anceny. Je ne lui parlerai que de mon amour et non de mes chagrins, car je ne veux pas l'affliger. Adieu, ma bonne amie. Tu vois bien que tu aurais tort de te plaindre et que j'ai beau être occupée, comme tu dis, qu'il ne me reste pas moins le temps de t'aimer et de t'écrire. Note de bas de page. On continue à supprimer les lettres de Cécile Volanges et du chevalier d'Anceny qui sont peu intéressantes et n'annoncent aucun événement. C'est super. De quelque part, ce 27 août 1700... Lettre 40. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. C'est peu pour mon inhumaine de ne pas répondre à mes lettres, de refuser de les recevoir. Elle veut me priver de sa vue. Elle exige que je m'éloigne. Ce qui vous surprendra davantage, c'est que je me soumette à tant de rigueur. Vous allez me blâmer. Cependant, je n'ai pas cru devoir perdre l'occasion de me laisser donner un ordre, persuadée d'une part que qui commande s'engage, et de l'autre que l'autorité illusoire que nous avons l'air de laisser prendre aux femmes est un des pièges qu'elles évitent le plus difficilement. De plus, l'adresse que celle-ci a su mettre à éviter de se trouver seule avec moi me plaçait dans une situation dangereuse, dont j'ai cru devoir sortir à quelque prix que ce fût. Car étant sans cesse avec elle, sans pouvoir l'occuper de mon amour, il y avait lieu de craindre qu'elle ne s'accoutumât enfin à me voir sans trouble, disposition dont vous savez assez combien il est difficile de revenir. Au reste, vous devinez que je ne me suis pas soumis sans condition. J'ai même eu le soin d'en mettre une impossible à accorder, tant pour rester toujours maître de tenir ma parole, ou d'y manquer, que pour engager une discussion, soit de bouche ou par écrit, dans un moment où ma belle est plus contente de moi, où elle a besoin que je le sois d'elle. Sans compter que je serais bien maladroit si je ne trouvais moyen d'obtenir quelque dédommagement de mon désistement à cette prétention, tout insoutenable qu'elle est. Après vous avoir exposé mes raisons dans ce long préambule, je commence l'historique de ces 2 derniers jours. J'y joindrai comme pièce justificative la lettre de ma belle et ma réponse. Vous conviendrez qu'il y a peu d'historiens aussi exacts que moi. Vous vous rappelez les faits que fit avant-hier matin ma lettre de Dijon. Le reste de la journée fut très orageux. La jolie prude arriva seulement au moment du dîner et annonça une forte migraine, prétexte dont elle voulut couvrir un des plus violents accès d'humeur que femme puisse avoir. Sa figure en était vraiment altérée. L'expression de douceur que vous lui connaissez s'était changée en un air mutin qui en faisait une beauté nouvelle. Je me promets bien de faire usage de cette découverte par la suite, et de remplacer quelquefois la maîtresse tendre par la maîtresse mutine. Je prévis que l'après-dîner serait triste, et pour m'en sauver l'ennui, je prétextai des lettres à écrire et me retirai chez moi. Je reviens au salon sur les 6 heures. Madame de Rosemonde proposa la promenade qui fut acceptée. Mais au moment de monter en voiture, la prétendue malade, par une malice infernale, prétexta à son tour, et peut-être pour se venger de mon absence, un redoublement de douleur et me fit subir sans pitié le tête-à-tête de ma vieille tante. Je ne sais si les imprécations que je fis contre ce démon femelle furent exaucées, mais nous la trouvâmes couchée au retour. Le lendemain, au déjeuner, ce n'était plus la même femme. La douceur naturelle était revenue, et j'eus lieu de me croire pardonnée. Le déjeuner était à peine fini que la douce personne se leva d'un air dolent et entra dans le parc. Je la suivis, comme vous pouvez croire. D'où peut naître ce désir de promenade, lui dis-je en l'abordant. J'ai beaucoup écrit ce matin, me répondit-elle, et ma tête est un peu fatiguée.
Je ne suis pas assez heureux, repris-je, pour avoir à me reprocher cette fatigue-là. Je vous ai bien écrit, répondit-elle encore, mais j'hésite à vous donner ma lettre. Elle contient une demande et vous ne m'avez pas accoutumé à en espérer le succès. Ah, je jure que s'il m'est possible. Rien n'est plus facile, interrompit-elle. Et quoique vous dussiez peut-être l'accorder comme justice, je consens à l'obtenir comme grâce. En disant ces mots, elle me présenta sa lettre. En la prenant, je pris aussi sa main, qu'elle retira, mais sans colère, et avec plus d'embarras que de vivacité. La chaleur est plus vive que je ne croyais, dit-elle. Il faut rentrer. Et elle reprit la route du château. Je fis de vains efforts pour lui persuader de continuer sa promenade, et j'eus besoin de me rappeler que nous pouvions être vus pour n'y employer que de l'éloquence. Elle rentra sans proférer une parole, et je vis clairement que cette feinte promenade n'avait eu d'autre but que de me remettre sa lettre. Elle monta chez elle en rentrant, et je me retirai chez moi pour lire l'épître, que vous ferez bien de lire aussi, ainsi que ma réponse avant d'aller plus loin. Lettre 41. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Il semble, monsieur, par votre conduite avec moi, que vous ne cherchiez qu'à augmenter chaque jour les sujets de plainte que j'avais contre vous. Votre obstination à vouloir m'entretenir, sans cesse d'un sentiment que je ne veux ni dois écouter, l'abus que vous n'avez pas craint de faire de ma bonne foi ou de ma timidité pour me remettre vos lettres, le moyen surtout, j'ose dire peu délicat, dont vous vous êtes servi pour me faire parvenir la dernière sans craindre au moins l'effet d'une surprise qui pouvait me compromettre, tout devrait donner lieu de ma part à des reproches aussi vifs que justement mérités. Cependant, au lieu de revenir sur ces griefs, je m'en tiens à vous faire une demande aussi simple que juste, et si je l'obtiens de vous, je consens que tout soit oublié. Vous-même m'avez dit, monsieur, que je ne devais pas craindre un refus, et quoique par une inconséquence qui vous est particulière, cette phrase même soit suivie du seul refus que vous pouviez me faire. Note de bas de page, voyez à lettre 35. Je veux croire que vous n'en tiendrez pas moins aujourd'hui cette parole formellement donnée il y a si peu de jours. Je désire donc que vous ayez la complaisance de vous éloigner de moi, de quitter ce château où un plus long séjour de votre part ne pourrait que m'exposer davantage au jugement d'un public toujours prompt à mal penser d'autrui, et que vous n'avez que trop accoutumé à fixer les yeux sur les femmes qui vous admettent dans leur société. Averti déjà depuis longtemps de ce danger par mes amis, j'ai négligé, j'ai même combattu leur avis tant que votre conduite à mon égard avait pu me faire croire que vous aviez bien voulu ne pas me confondre avec cette foule de femmes qui toutes ont eu à se plaindre de vous. Aujourd'hui que vous me traitez comme elles, que je ne peux plus l'ignorer, je dois au public, à mes amis, à moi-même, de suivre ce parti nécessaire. Je pourrais ajouter ici que vous ne gagneriez rien à refuser ma demande, décidé que je suis à partir moi-même si vous vous obstiniez à rester. Mais je ne cherche point à diminuer l'obligation que vous aurez de cette complaisance. Et je veux bien que vous sachiez qu'en nécessitant mon départ d'ici, vous contrarieriez mes arrangements. Prouvez-moi donc, monsieur, que, comme vous me l'avez dit tant de fois, les femmes honnêtes n'auront jamais à se plaindre de vous. Prouvez-moi au moins que, quand vous avez des torts avec elles, vous savez les réparer. Si je croyais avoir besoin de justifier ma demande vis-à-vis de vous, il me suffirait de vous dire que vous avez passé votre vie à la rendre nécessaire, et que pourtant, il n'a pas tenu à moi de ne la jamais former. Mais ne rappelons pas des événements que je veux oublier, et qui m'obligeraient à vous juger avec rigueur dans un moment où je vous offre l'occasion de mériter toute ma reconnaissance. Adieu, monsieur. Votre conduite va m'apprendre avec quel sentiment je dois être, pour la vie, votre très humble, etc. 2. Un endroit, ce 25 août 1700... un truc. Lettre 42. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Quelque dures que soient, madame, les conditions que vous m'imposez,
je ne refuse pas de les remplir. Je sens qu'il me serait impossible de contrarier aucun de vos désirs. Une fois d'accord sur ce point, j'ose me flatter qu'à mon tour, vous me permettez de vous faire quelques demandes, bien plus faciles à accorder que les vôtres, et que pourtant je ne veux obtenir que de ma soumission parfaite à votre volonté. L'une, que j'espère qui sera sollicitée par votre justice, est de vouloir bien me nommer mes accusateurs auprès de vous. Ils me font, ce me semble, assez de mal pour que j'aie le droit de les connaître. L'autre, que j'attends de votre indulgence, est de vouloir bien me permettre de vous renouveler quelquefois l'hommage d'un amour qui va plus que jamais mériter votre pitié. Songez, madame, que je m'empresse de vous obéir, lors même que je ne peux le faire qu'aux dépens de mon bonheur. Je dirai plus, malgré la persuasion où je suis que vous ne désirez mon départ que pour vous sauver le spectacle, toujours pénible, de l'objet de votre injustice. Convenez-en, madame, vous craignez moins un public trop accoutumé à vous respecter pour oser porter de vous un jugement désavantageux, que vous n'êtes gêné par la présence d'un homme qu'il vous est plus facile de punir que de blâmer. Vous m'éloignez de vous comme on détourne ses regards d'un malheureux qu'on ne veut pas secourir. Mais tandis que l'absence va redoubler mes tourments, à quel autre qu'à vous puis-je adresser mes plaintes? De quel autre puis-je attendre des consolations qui vont me devenir si nécessaires? Me les refuserez-vous, quand vous seul causez mes peines? Sans doute vous ne serez pas étonné non plus qu'avant de partir, j'ai à cœur de justifier auprès de vous les sentiments que vous m'avez inspirés, comme aussi que je ne trouve le courage de m'éloigner qu'en recevant l'ordre de votre bouche. Cette double raison me fait vous demander un moment d'entretien. Inutilement voudrions-nous y suppléer par lettres. On écrit des volumes et l'on explique mal ce qu'un quart d'heure de conversation suffit pour faire bien entendre. Vous trouverez facilement le temps de me l'accorder, car quelque empressé que je sois de vous obéir, vous savez que madame de Rosemonde est instruite de mon projet de passer chez elle une partie de l'automne, et il faudra au moins que j'attende une lettre pour pouvoir prétexter une affaire qui me force à partir. Adieu, madame. Jamais ce mot ne m'a tant coûté à écrire que dans ce moment où il me ramène à l'idée de notre séparation. Si vous pouviez imaginer ce qu'elle me fait souffrir, j'ose croire que vous me sauriez quelque gré de ma docilité. Recevez au moins, avec plus d'indulgence, l'assurance et l'hommage de l'amour le plus tendre et le plus respectueux. On sait pas, ce 26 août 1700 et des batettes. Suite de la lettre 40. Du vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. À présent, raisonnons, ma belle amie. Vous sentez, comme moi, que la scrupuleuse, l'honnête madame de Tourvel ne peut pas m'accorder la première de mes demandes, et trahir la confiance de ses amis, en me nommant mes accusateurs. Ainsi, en promettant tout à cette condition, je ne m'engage à rien. Mais vous sentez aussi que ce refus qu'elle me fera deviendra un titre pour obtenir tout le reste, et qu'alors je gagne en m'éloignant d'entrer avec elle et de son aveu en correspondance réglée, car je compte pour peu le rendez-vous que je lui demande et qui n'a presque d'autre objet que de l'accoutumer d'avance à n'en pas refuser d'autres, quand ils me seront vraiment nécessaires. La seule chose qui me reste à faire avant mon départ est de savoir quels sont les gens qui s'occupent à me nuire auprès d'elle. Je présume que c'est son pédant de mari. Je le voudrais, outre qu'une défense conjugale est un aiguillon au désir, je serai sûre que du moment que ma belle aura consenti à m'écrire, je n'aurai plus rien à craindre de son mari, puisqu'elle se trouverait déjà dans la nécessité de le tromper. Mais si elle a une amie assez intime pour avoir sa confidence, et que cette amie-là soit contre moi, il me paraît nécessaire de les brouiller, et je compte y réussir. Mais avant tout, il faut être instruit. J'ai bien cru que j'allais l'être hier, mais cette femme ne fait rien comme une autre. Nous étions chez elle au moment où l'on vint avertir que le dîner était servi. Sa toilette se finissait seulement, et tout en se pressant, et en faisant des excuses, je m'aperçus qu'elle laissait la clé à son secrétaire, et je connais son usage de ne pas ôter celle de son appartement. J'y rêvais pendant le dîner. Lorsque j'entendis descendre sa femme de chambre, je pris mon parti aussitôt. Je feignis un saignement donné et sortis. Je volai au secrétaire, mais je trouvai tous les tiroirs ouverts et pas un papier écrit. Cependant, on n'a pas d'occasion de les brûler dans cette saison. Que fait-elle des lettres qu'elle reçoit? Et elle en reçoit souvent,
Je n'ai rien négligé, tout était ouvert, et j'ai cherché partout. Mais je n'y ai rien gagné que de me convaincre que ce dépôt précieux reste dans ses poches. Comment l'en tirer? Depuis hier, je m'occupe inutilement d'en trouver les moyens. Cependant, je ne peux en vaincre le désir. Je regrette de n'avoir pas le talent des filous. Ne devrait-il pas, en effet, entrer dans l'éducation d'un homme qui se mêle d'intrigues? Ne serait-il pas plaisant de dérober la lettre ou le portrait d'un rival, ou de tirer des poches d'une prude de quoi la démasquer? Mais nos parents ne songent à rien, et moi j'ai beau songer à tout, je ne fais que m'apercevoir que je suis gauche sans pouvoir y remédier. Quoi qu'il en soit, je revins me mettre à table fort mécontent. Ma belle calma pourtant un peu mon humeur par l'air d'intérêt que lui donna ma feinte indisposition, et je ne manquai pas de l'assurer que j'avais, depuis quelque temps, de violentes agitations qui altéraient ma santé. Persuadée comme elle est que c'est elle qui les cause, ne devait-elle pas en conscience travailler à les calmer? Mais quoique dévote, elle est peu charitable. Elle refuse toute aumône amoureuse, et ce refus suffit bien, ce me semble, pour en autoriser le vol. Mais adieu, car tout en causant avec vous, je ne songe qu'à ces maudites lettres. De quelque part, ce 27 août 1700... Lettre 43. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Pourquoi chercher, monsieur, à diminuer ma reconnaissance? Pourquoi ne vouloir m'obéir qu'à demi et marchander en quelque sorte un procédé honnête? Il ne vous suffit donc pas que j'en sente le prix. Non seulement vous demandez beaucoup, mais vous demandez des choses impossibles. Si en effet mes amis m'ont parlé de vous, ils ne l'ont pu faire que par intérêt pour moi. Quand même ils se seraient trompés, et leur intention n'en était pas moins bonne. Et vous me proposez de reconnaître cette marque d'attachement de leur part en vous livrant leur secret. J'ai déjà eu tort de vous en parler, et vous me le faites assez sentir en ce moment. Ce qui n'eût été que de la candeur avec tout autre, devient une étourderie avec vous et me mènerait à une noirceur si je cédais à votre demande. J'en appelle à vous-même, à votre honnêteté. M'avez-vous cru capable de ce procédé? Avez-vous dû me le proposer? Non, sans doute. Et je suis sûre qu'en y réfléchissant mieux, vous ne reviendrez plus sur cette demande. Celle que vous me faites de m'écrire n'est guère plus facile à accorder. Et si vous voulez être juste, ce n'est pas à moi que vous vous en prendrez. Je ne veux point vous offenser, mais avec la réputation que vous vous êtes acquise, et que, de votre aveu même, vous méritez au moins en partie, quelle femme pourrait avouer être en correspondance avec vous? Et quelle femme honnête peut se déterminer à faire ce qu'elle sent qu'elle serait obligée de cacher? Encore si j'étais assurée que vos lettres fussent telles que je n'eusse jamais à m'en plaindre, que je pusse toujours me justifier à mes yeux de les avoir reçues, peut-être alors le désir de vous prouver que c'est la raison, et non la haine qui me guide, me ferait passer par-dessus ces considérations puissantes et faire beaucoup plus que je ne devrais, en vous permettant de m'écrire quelquefois. Si en effet vous le désirez autant que vous me le dites, vous vous soumettrez volontiers à la seule condition qui puisse m'y faire consentir. Et si vous avez quelque reconnaissance de ce que je fais pour vous en ce moment, vous ne différerez plus de partir. Permettez-moi de vous observer à ce sujet que vous avez reçu une lettre ce matin et que vous n'en avez pas profité pour annoncer votre départ à Madame de Rosemonde, comme vous me l'aviez promis. J'espère qu'à présent rien ne pourra vous empêcher de tenir votre parole. Je compte surtout que vous n'attendrez pas pour cela l'entretien que vous me demandez, auquel je ne veux absolument pas me prêter, et qu'au lieu de l'ordre que vous prétendez vous être nécessaire, vous vous contenterez de la prière que je vous renouvelle. Adieu, monsieur. De quelque part, 27 août 1700 étoile. Lettre 44. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Partagez ma joie, ma belle amie. Je suis aimée. J'ai triomphé de ce cœur rebelle. C'est en vain qu'il dissimule encore, mon heureuse adresse a surpris son secret. Grâce à mes soins actifs, je sais tout ce qui m'intéresse. Depuis la nuit, l'heureuse nuit d'hier, je me retrouve dans mon élément. J'ai repris toute mon existence. J'ai dévoilé un double mystère d'amour et d'iniquité.
Je jouirai de l'un, je me vengerai de l'autre. Je volerai de plaisir en plaisir. La seule idée que je m'en fais me transporte au point que j'ai quelque peine à rappeler ma prudence, que j'en aurai peut-être à mettre de l'ordre dans le récit que j'ai à vous faire. Essayons cependant. Hier même, après vous avoir écrit ma lettre, j'en reçus une de la céleste dévote. Je vous l'envoie. Vous y verrez qu'elle me donne, le moins maladroitement qu'elle peut, la permission de lui écrire. Mais elle y presse mon départ, et je sentais bien que je ne pouvais le différer trop longtemps sans me nuire. Tourmenté cependant du désir de savoir qui pouvait avoir écrit contre moi, j'étais encore incertain du parti que je prendrais. Je tentai de gagner la femme de chambre, et je voulus obtenir d'elle de me livrer les poches de sa maîtresse, dont elle pouvait s'emparer aisément le soir et qu'il lui était facile de replacer le matin, sans donner le moindre soupçon. J'offris 10 louis pour ce léger service, mais je ne trouvai qu'une bégueule scrupuleuse ou timide, que mon éloquence ni mon argent ne purent vaincre. Je la prêchai encore quand le souper sonna. Il fallut la laisser, trop heureux qu'elle voulût bien me promettre le secret sur lequel même vous jugez que je ne comptais guère. Jamais je n'eus plus d'humeur. Je me sentais compromis, et je me reprochai toute la soirée ma démarche imprudente. Retiré chez moi, non sans inquiétude, je parlai à mon chasseur qui, en sa qualité d'amant heureux, devait avoir quelque crédit. Je voulais ou qu'il obtînt de cette fille de faire ce que je lui avais demandé, ou au moins qu'il s'assurât de sa discrétion. Mais lui, qui d'ordinaire ne doute de rien, parut douter du succès de cette négociation, et me fit à ce sujet une réflexion qui m'étonna par sa profondeur. Monsieur sait sûrement mieux que moi, me dit-il, que coucher avec une fille, ce n'est que lui faire ce qui lui plaît. De là à lui faire ce que nous voulons, il y a souvent bien loin. Le bon sens du maraud quelquefois m'épouvante. Note de bas de page. Piron, Métromanie. Je réponds d'autant moins de celle-ci, ajouta-t-il, que j'ai lieu de croire qu'elle a un amant et que je ne la dois qu'au désœuvrement de la campagne. Aussi, sans mon zèle pour le service de monsieur, je n'aurais eu cela qu'une fois. C'est un vrai trésor que ce garçon. Quant au secret, ajouta-t-il encore, à quoi servira-t-il de lui faire promettre puisqu'elle ne risquera rien à nous tromper? Lui en reparler ne ferait que lui mieux apprendre qu'il est important, et par là lui donner plus d'envie d'en faire sa cour à sa maîtresse. Plus ses réflexions étaient justes, plus mon embarras augmentait. Heureusement, le drôle était en train de jaser, et, comme j'avais besoin de lui, je le laissai faire. Tout en me racontant son histoire avec cette fille, il m'apprit que, comme la chambre qu'elle occupe n'est séparée de celle de sa maîtresse que par une simple cloison, qui pouvait laisser entendre un bruit suspect, c'était dans la sienne qu'ils se rassemblaient chaque nuit. Aussitôt, je formai mon plan. Je le lui communiquai et nous l'exécutâmes avec succès. J'attendis 2 heures du matin, et alors je me rendis, comme nous en étions convenus, à la chambre du rendez-vous, portant de la lumière avec moi et sous prétexte d'avoir sonné plusieurs fois inutilement. Mon confident, qui joue ses rôles à merveille, donna une petite scène de surprise, de désespoir et d'excuse, que je terminai en l'envoyant me faire chauffer de l'eau, dont je feignis avoir besoin, tandis que la scrupuleuse chambrière était d'autant plus honteuse que le drôle qui avait voulu renchérir sur mes projets l'avait déterminée à une toilette que la saison comportait, mais qu'elle n'excusait pas. Comme je sentais que plus cette fille serait humiliée, plus j'en disposerais facilement, je ne lui permis de changer ni de situation ni de parure. Et après avoir ordonné à mon valet de m'attendre chez moi, je m'assis à côté d'elle sur le lit qui était fort en désordre, et je commençai ma conversation. J'avais besoin de garder l'empire que la circonstance me donnait sur elle. Aussi conservai-je un sang-froid qui eût fait honneur à la continence de Scipion. Et sans prendre la plus petite liberté avec elle, ce que pourtant sa fraîcheur et l'occasion semblaient lui donner le droit d'espérer, je lui parlai d'affaires aussi tranquillement que j'aurais pu faire avec un procureur. Mes conditions furent que je garderais fidèlement le secret, pourvu que le lendemain, à pareille heure à peu près, elle me livrât les poches de sa maîtresse. Au reste, ajoutai-je, je vous avais offert 10 louis hier. Je vous les promets encore aujourd'hui. Je ne veux pas abuser de votre situation.
Tout fut accordé, comme vous pouvez croire. Alors je me retirai et permis à l'heureux couple de réparer le temps perdu. J'employai le mien à dormir. Et à mon réveil, voulant avoir un prétexte pour ne pas répondre à la lettre de ma belle avant d'avoir visité ses papiers, ce que je ne pouvais faire que la nuit suivante, je me décidai à aller à la chasse, où je restai presque tout le jour. À mon retour, je fus reçu assez froidement. J'ai lieu de croire qu'on fut un peu piqué du peu d'empressement que je mettais à profiter du temps qui me restait, surtout après la lettre plus douce que l'on m'avait écrite. J'en juge ainsi sur ce que madame de Rosemonde m'ayant fait quelques reproches sur cette longue absence, ma belle reprit avec un peu d'aigreur. « Ah, ne reprochons pas à monsieur de Valmont de se livrer au seul plaisir qu'il peut trouver ici. » Je me plaignis de cette injustice, et j'en profitai pour assurer que je me plaisais tant avec ces dames que j'y sacrifiai une lettre très intéressante que j'avais à écrire. J'ajoutai que, ne pouvant trouver le sommeil depuis plusieurs nuits, j'avais voulu essayer si la fatigue me le rendrait, et mes regards expliquaient assez et le sujet de ma lettre et la cause de mon insomnie. J'eus soin d'avoir toute la soirée une douceur mélancolique qui me parut réussir assez bien, et sous laquelle je masquai l'impatience où j'étais de voir arriver l'heure qui devait me livrer le secret qu'on s'obstinait à me cacher. Enfin nous nous séparâmes, et quelque temps après la fidèle femme de chambre vint m'apporter le prix convenu de ma discrétion. Une fois maître de ce trésor, je procédai à l'inventaire avec la prudence que vous me connaissez, car il était important de remettre tout en place. Je tombai d'abord sur 2 lettres du mari, mélange indigeste de détails de procès et de tirades d'amour conjugal, que j'eus la patience de lire en entier, et où je ne trouvai pas un mot qui eût rapport à moi. Je les replaçai avec humeur. Mais elle s'adoucit en trouvant sous ma main les morceaux de ma fameuse lettre de Dijon, soigneusement rassemblés. Heureusement, il me prit fantaisie de la parcourir. Jugez de ma joie en y apercevant les traces bien distinctes des larmes de mon adorable dévote. Je l'avoue, je cédai à un mouvement de jeune homme et baisai cette lettre avec un transport dont je ne me croyais plus susceptible. Je continuai l'heureux examen. Je retrouvai toutes mes lettres de suite et par ordre de date, et ce qui me surprit plus agréablement encore fut de retrouver la première de toutes, celle que je croyais m'avoir été rendue par une ingrate, fidèlement copiée de sa main, et d'une écriture altérée et tremblante, qui témoignait assez la douce agitation de son cœur pendant cette occupation. Jusque-là, j'étais tout entier à l'amour. Bientôt il fit place à la fureur. Qui croyez-vous qui veuille me perdre auprès de cette femme que j'adore? Quelle furie supposez-vous assez méchante pour tramer une pareille noirceur? Vous la connaissez, c'est votre amie, votre parente. C'est madame de Volanges. Vous n'imaginez pas quel tissu d'horreur l'infernale mégère lui a écrit sur mon compte. C'est elle seule qui a troublé la sécurité de cette femme angélique. Par ses conseils, par ses avis pernicieux que je me vois forcée de m'éloigner. C'est à elle enfin que l'on me sacrifie. Ah, sans doute il faut séduire sa fille. Mais ce n'est pas assez. Il faut la perdre. Et puisque l'âge de cette maudite femme la met à l'abri de mes coups, il faut la frapper dans l'objet de ses affections. Elle veut donc que je revienne à Paris. Elle m'y force. Soit, j'y retournerai, mais elle gémira de mon retour. Je suis fâché que Danceny soit le héros de cette aventure. Il a un fond d'honnêteté qui nous gênera. Cependant, il est amoureux, et je le vois souvent, on pourra peut-être en tirer parti. Je m'oublie dans ma colère et je ne songe pas que je vous dois le récit de ce qui s'est passé aujourd'hui. Revenons. Ce matin, j'ai revu ma sensible Prude. Jamais je ne l'avais trouvée si belle. Cela devait être ainsi. Le plus beau moment d'une femme, le seul où elle puisse produire cette ivresse de l'âme dont on parle toujours et qu'on éprouve si rarement, est celui où, assuré de son amour, nous ne le sommes pas de ses faveurs. Et c'est précisément le cas où je me trouvais. Peut-être aussi l'idée que j'allais être privée du plaisir de la voir servait-elle à l'embellir. Enfin, à l'arrivée du courrier, on m'a remis votre lettre du 27. Et pendant que je la lisais, j'hésitais encore pour savoir si je tiendrais ma parole. Mais j'ai rencontré les yeux de ma belle, et il m'aurait été impossible de lui rien refuser. J'ai donc annoncé mon départ.
Un moment après, madame de Rosemonde nous a laissés seuls. Mais j'étais encore à 4 pas de la farouche personne que, se levant avec l'air de l'effroi, « Laissez-moi, laissez-moi, monsieur », m'a-t-elle dit. « Au nom de Dieu, laissez-moi. » Cette prière fervente, qui décelait son émotion, ne pouvait que m'animer davantage. Déjà j'étais auprès d'elle, et je tenais ses mains qu'elle avait jointes avec une expression tout à fait touchante. Là je commençais de tendres plaintes, quand un démon ennemi ramena madame de Rosemonde. La timide dévote, qui a en effet quelques raisons de craindre, en a profité pour se retirer. Je lui ai pourtant offert la main qu'elle a acceptée, et augurant bien de cette douceur, qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps, tout en recommençant mes plaintes, j'ai essayé de serrer la sienne. Elle a d'abord voulu la retirer, mais, sur une instance plus vive, elle s'est livrée d'assez bonne grâce, quoique sans répondre ni à ce geste ni à mes discours. Arrivé à la porte de son appartement, j'ai voulu baiser cette main, avant de la quitter. La défense a commencé par être franche. Mais insongez donc que je pars, prononcé bien tendrement, l'a rendue gauche et insuffisante. À peine le baiser a-t-il été donné que la main a retrouvé sa force pour échapper, et que la belle est entrée dans son appartement où était sa femme de chambre. Ici finit mon histoire. Comme je présume que vous serez demain chez la maréchale de... Ou sûrement je n'irai pas vous trouver, comme je me doute bien aussi qu'à notre première entrevue nous aurons plus d'une affaire à traiter, et notamment celle de la petite Volanges, que je ne perds pas de vue. J'ai pris le parti de me faire précéder par cette lettre, et toute longue qu'elle est, je ne la fermerai qu'au moment de l'envoyer à la poste, car au terme où j'en suis, tout peut dépendre d'une occasion, et je vous quitte pour aller l'épier. PS, à 8 heures du soir. Rien de nouveau, pas le plus petit moment de liberté, du soin même pour l'éviter. Cependant, autant de tristesse que la décence en permettait pour le moins. Un autre événement qui peut ne pas être indifférent, c'est que je suis chargée d'une invitation de madame de Rosemonde à madame de Volanges, pour venir passer quelque temps chez elle à la campagne. Adieu, ma belle amie. À demain ou après-demain au plus tard. De un quelque part ce 28 août 1700, des patates.